Dans cette vidéo, nous allons dans un premier temps réorganiser notre code, donc de manière à ce qu'il soit ergonomique, et dans un deuxième temps, nous commencerons l'intelligence artificielle de nos ennemis. Alors dans la vidéo précédente, on avait réalisé donc notre mouvement de personnage via les touches du clavier, donc on avait rajouté aussi la possibilité de courir. Alors on n'avait pas fait le saut dû à une contrainte graphique, qui, je le rappelle, on avait une animation qui passait à travers le collideur, ce qui n'était pas très plausible en termes de physique. Voilà, donc le personnage aurait pu passer à travers un arbre sans qu'on se pose de questions. Donc voilà, moi ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on se réorganise un peu nos scripts et plus particulièrement certaines variables. Donc, je vais créer un nouveau script que je vais appeler global, dans lequel je vais mettre des variables qui ont une utilité globale et qu'on utilisera souvent dans les scripts. Par exemple, la variable time.deltaTime, on l'utilise souvent. Alors je vais déclarer une variable de type statique, c'est-à-dire une variable que l'on pourra accéder de partout, exactement comme les fonctions statiques que l'on avait vues dans la doc. Et donc je vais donc déclarer une variable par exemple timeDelta de type float, puisque je veux récupérer le time.deltaTime, qui je rappelle time.deltaTime. Donc je vais plutôt mettre delta time, ça sera plus simple à se souvenir. Donc là, ça n'a aucun rapport avec le nom de la fonction, c'est juste le nom d'une variable que je déclare, que j'appelle delta time. Et donc ce que je vais faire, c'est dans la fonction update, en permanence, je vais dire que delta time me récupère la cadence de temps. Donc à partir de global sera capable de récupérer la cadence du temps. Je vais déclarer deux autres variables statiques. La deuxième, c'est fixedTime, donc je vais l'appeler fixedTime comme ceci. Et elle fera pareil dans la fonction update, elle me récupérera fixedTime, qui, je le rappelle, est la variable qui permet de récupérer le temps écoulé depuis le début du jeu. Et la dernière variable, c'est gravity, qui nous permettra, donc comme son nom l'indique, de nous donner une valeur pour la gravité. Donc nous, dans la fonction start, on va la mettre, l'initialiser à 1. Voilà, donc maintenant, ce script global possède des variables accessibles depuis ce script, donc depuis d'autres scripts, pardon, via donc son nom. C'est-à-dire que dans moveCharacter, vous vous souvenez, j'avais déclaré gravity, j'avais déclaré deltaTime, donc des variables que je peux supprimer. Ici, j'avais affecté deltaTime aussi, je peux supprimer. Et bien là, ce que je vais faire, c'est je vais directement accéder depuis le script global, là où j'ai time.deltaTime, à la variable delta time. Donc en quelque sorte, c'est une organisation beaucoup plus propre et aussi un gain en mémoire, donc on va voir pourquoi. Donc juste avant, je complète ici toutes mes variables qui utilisent delta time, et ici gravity n'existe pas, mais elle existe depuis le script global, donc je peux mettre global.gravity, donc je rentre dans le script global et je vais chercher la fonction statique gravity. Dans camera movement, j'ai aussi la variable delta time de mon script global, et pareil ici. Voilà, donc je l'ai deux fois. Donc l'avantage, vous vous souvenez qu'ici, par exemple, donc on avait marqué deux fois time, et donc, en fait, on appelait deux fois la classe time. Donc ça prend du temps à chaque fois de réappeler time. Alors que dans global.js, eh bien, time est instancié, enfin, est appelé, pardon, une seule fois pour delta time et une seule fois pour fixed time. C'est-à-dire que on va pas à chaque fois reprendre de la mémoire pour appeler time. Donc c'est un avantage aussi côté ressources. Donc là, techniquement, ça devrait fonctionner de la même manière. Alors on a une erreur, c'est que j'ai dû oublier quelque part. Voilà, ici j'ai dû rajouter voilà, une ligne sans intérêt, je sauvegarde. J'ai toujours une erreur. Alors ici j'ai oublié un L au niveau de global. Je vais faire un clear. J'ai toujours une erreur. Et là aussi j'ai oublié un L. C'est lors de mon CTRL C, CTRL V, je pense. Donc si je teste mon jeu, vous remarquez qu'il ne se passe rien parce que nos scripts vont chercher des variables, mais dans un script qui n'est nulle part associé à un objet. Donc global, je vais l'associer à un objet qui est en permanence sur la scène, par exemple la caméra. Donc comme la caméra va être instanciée, eh bien le script global va être instancié via donc comme un composant, comme un script normal d'ailleurs,
et va donc permettre de populer en quelque sorte tous les scripts de la possibilité d'accéder à l'intérieur de celui-ci aux variables statiques. Donc si je lance mon jeu, bah, il se passe la même chose que la dernière fois, sauf que là j'ai quelques petits problèmes de rapidité. Alors je vais déclarer mon float directement en haut, peut-être ça peut venir de là. Alors, si je sauvegarde, il faut aller regarder dans tous les scripts bien sûr. Donc global.deltaTime, ici, donc camera movement là, c'est pas là qu'on aura le problème je pense. Ici non plus. Alors mon jeu s'est accéléré parce que je disais aussi time.fixedTime, enfin deltaTime est égal à time.fixedTime. Donc là il faut bien que je remette fixedTime exactement comme je l'ai mis. Donc dans la déclaration sur mon script global. Donc si je teste à nouveau, voilà, je retrouve la même chose que l'on avait précédemment, donc avec la course, etc. Donc, et mes variables de type global sont partagées de l'autre côté sur le script global. Donc, maintenant que l'on a fait ça, ce que j'aimerais faire par rapport à mon perso, c'est venir lui rajouter une lumière pour qu'elle puisse éclairer la zone du personnage. Donc comme si notre personnage émettait de la lumière. Je trouve ça assez intéressant comme concept, puisque surtout on voit pas, en fait, on voit pas le personnage. Donc je pense que c'est une des meilleures manières d'essayer d'éclairer un peu la zone qui se trouve à cet endroit-là. Donc, dans GameObject, on va faire CreateOther, PointLight, et le PointLight, on va venir le mettre dans Golem. Donc je vais le placer légèrement au-dessus du personnage, comme ceci. Un peu en arrière. Baisser un peu l'intensité. Et je vais mettre une couleur bleutée. Voilà, pour que le sol soit un peu bleu comme ceci, je trouve ça assez intéressant au niveau des couleurs. Et ça va ajouter un effet en plus dans le jeu. Alors, voilà, petite erreur. Je l'ai fait pendant que le jeu était lancé, je m'en étais pas rendu compte. Surtout, faites attention à ce que vous faites quand vous êtes dans le jeu et que le jeu est lancé. Ça peut causer des petits problèmes. Donc là, je refais exactement ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire positionner la lumière et l'apparenter à Golem. Comme ceci, Golem, eh bien, quand il se déplacera, il déplacera le point light. Voilà, donc je remets ma lumière un peu bleutée. Voilà, donc là je vais être obligé de faire un test. Vous voyez que ça éclaire un peu trop, je trouve. Je vais baisser l'intensité. Voilà, et quand je me déplace, il se déplace avec de la lumière. Alors je vais peut-être baisser un peu le range en cliquant sur le nom et en faisant un slide en quelque sorte avec ma souris. Je peux venir baisser donc l'intensité, le range, c'est-à-dire en gros la taille de l'émission de la lumière, la distance vers laquelle la lumière peut émettre. Et dans ce cas-là, je pense que je vais aussi, par conséquent, augmenter un peu l'intensité. Voilà, donc vous voyez que ça fait une sorte de cercle, comme si le personnage émettait de la lumière en quelque sorte. Je vais mettre une lumière plus bleue, bleu assez vif comme ceci. Donc là, vous remarquez, on dirait qu'il émet un peu de la lumière. Donc ça fait un effet plutôt intéressant dans ce genre de jeu, puisque c'est quelque chose de fantastique, ça fait un peu magique. Voilà, donc maintenant qu'on a à peu près toutes les clés en main pour se déplacer dans le niveau, sauf le saut de notre personnage, mais ça c'est dû à l'animation qui traverse le collideur de notre objet, qu'on avait vu donc dans la vidéo précédente. Donc je vais cliquer sur le bouton ici pour avoir le lighting pour observer ma scène. Et maintenant on va rentrer dans les choses un peu plus sérieuses, c'est-à-dire la réalisation des ennemis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va programmer le début de l'IA dans cette vidéo. C'est-à-dire que notre personnage sera à moitié intelligent en quelque sorte, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il pourra donc se déplacer tout seul dans le niveau. Donc il courra, donc par exemple il pourra éviter des objets, mais il ne sera pas en mesure encore d'attaquer le personnage
quand le personnage sera à une distance prévue par rapport à lui. Donc, je vais créer un nouvel empty que je vais appeler enemy. Et dans cet ennemi, je vais aller récupérer dans mon dossier visuel skeleton data, c'est donc tout ce qui concerne les animations de nos squelettes. Je vais aller récupérer skeleton dark et je viens le glisser sur l'ennemi, donc sur l'empty. Donc skeleton dark possède différentes choses. Alors, si je décide de recentrer mon empty, vous remarquez qu'il vient se recentrer à cet endroit-là, donc se replacer à cet endroit-là. Et donc skeleton dark est en fait mal placé par rapport à son parent. Donc si je le remets à 0, 0 par rapport à son parent, et bien là normalement, tout est bien positionné au niveau des centres. Donc ça devrait être bon. Maintenant si je zoome ici, voilà, j'ai mon personnage qui apparaît. Alors il a une sorte d'effet de particules qui me convient pas très bien, alors je vais le supprimer. Il se trouve dans BIP 01. Donc si vous utilisez ce personnage, je vous conseille de l'enlever parce que c'est pas forcément très esthétique, mais c'est à vous de voir. Hein. Donc au niveau de l'ennemi, c'est-à-dire le parent, je vais tout mettre au niveau de la taille à 1,50 m. Et ça va tout me scaler. Le contenu. Et donc sur cet ennemi, je vais rajouter donc depuis le menu Physics de Component, je vais rajouter un character controller qui va me permettre donc de tester les collisions par rapport à ce personnage. Donc là, c'est comme si on programmait un réel personnage avec des déplacements normaux, avec par exemple les touches du clavier, sauf qu'il va se déplacer tout seul en fait. Donc au niveau de la hauteur, je vais baisser la hauteur, je vais baisser aussi le radius, et je vais monter le centre. Voilà, donc je vais en quelque sorte réajuster ma boîte de collision. Par rapport à mon ennemi, je vais mettre un peu en hauteur comme ceci, voilà. Alors en ajustant un peu, voilà, on arrive à faire passer le collideur tout autour. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être baisser un peu le radius et je vais reculer un peu, avancer un peu la boîte sur Z, parce que quand il va courir, je sais qu'il va dépasser un peu du collideur, mais c'est pas aussi important que pour le saut. Hein. C'est pas bien grave. Donc voilà. Alors peut-être pas autant au niveau du Z. Hein. On va mettre peut-être 0,05. Voilà, je pense que c'est bien. Donc n'oubliez pas de sauvegarder. Donc là, ce que je vais faire par rapport à ce personnage, c'est donc créer un script que je vais attacher donc sur l'empty. Je vais l'appeler AI pour Artificial Intelligence en anglais. Et donc je vais l'attacher sur enemy. Donc à partir de mon script AI, alors faites bien attention de bien l'attacher à enemy et de ne pas l'attacher aux enfants donc de enemy, c'est-à-dire si vous faites un drag and drop directement du panneau project sur la scène, vous avez des chances de le mettre directement sur Skeleton Dark, ce qui n'est pas souhaitable. Donc ce script AI, je vais l'ouvrir, et à l'intérieur de celui-ci, je vais déjà créer une variable privée que je vais appeler controller, et qui va être de type character controller, donc comme pour la partie précédente. Je vais ensuite, donc à partir de ce script, à partir de cette variable, récupérer via la fonction getComponent mon character controller. Alors n'oubliez pas, il ne faut pas mettre d'espace entre caractère et contrôleur, ça peut être une source d'erreur, même s'il y en a une ici. Hein. Donc maintenant, contrôleur me permet de récupérer bien, mon composant caractère contrôleur, donc de pouvoir profiter de la fonction move, qui est très utile pour déplacer un personnage. Donc je vais déclarer une nouvelle variable privée qui va s'appeler moveDirection, de la même manière que l'on l'a fait pour moveCharacter ici. Donc ça va être la variable qui va contenir notre vecteur directeur. Donc ça va être une variable de type vector3. Et donc à l'intérieur de la fonction update, je vais dire que mon contrôleur va utiliser la fonction move et passer en paramètre donc ce vecteur directeur que l'on va changer pour justement réaliser notre intelligence artificielle. Et je vais multiplier tout ça par la variable delta time qui se trouve dans le script global. Donc au niveau de mon move, ça va se multiplier, ça va se cadencer par rapport au temps. Donc voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est donc le faire avancer sur son vecteur qui pointe vers l'avant.
donc le vecteur forward, par rapport aux axes locaux. Donc si vous vous souvenez de la partie précédente, on avait utilisé la fonction transform direction, qui se trouve à cet endroit-là, qui nous a permis de transformer move direction. Donc move direction est une variable privée de ce script, hein, elle n'est pas utilisée dans la i, hein, je tiens à préciser. On a redéclaré une nouvelle variable move direction ici, hein, qu'il n'y ait pas de confusion. Hein. Et donc ça permet donc de changer transform direction, une variable sur l'axe local en l'occurrence. Je peux même carrément copier cette ligne puisqu'on utilise le même nom de variable ici, mais c'est pas la même variable, faites bien attention. Pour transformer le mouvement sur l'axe local. Donc je vais aussi utiliser move direction pour lui affecter un nouveau vecteur 3. Et ce vecteur 3, ça va être forward. Donc le vecteur forward, c'est un vecteur qui correspond à qui a pour composante 0,0,1. C'est exactement la même chose que si j'avais tapé 0,0,1, sauf que là c'est beaucoup plus explicite. Explicite, c'est-à-dire que forward, ça veut bien dire en avant en anglais. Donc c'est le terme qui correspond. Donc je vais multiplier tout ça par une variable speed et non pas global.deltaTime, puisqu'on l'a déjà multiplié dans le move, le vecteur. Donc je vais créer une variable speed que je vais donc déclarer dans l'interface, dont je vais remplir le contenu dans l'interface. Alors notez que maintenant je prends l'habitude, pour éviter les bugs, à chaque fois que je déclare une variable publique, je vais tout de suite la déclarer, la remplir dans l'interface. Donc ici par exemple je vais mettre speed égale 2. Donc vous remarquez que mon personnage se déplace, et même si je fais une rotation de mes angles, il se déplacera toujours sur son axe en avant. Donc c'est pas comme dans la vidéo précédente où on était bloqué tant qu'on n'avait pas mis la fonction transform direction pour convertir donc move direction sur les axes locaux. Donc maintenant on sait que notre personnage peut se déplacer en avant. Ce que l'on aimerait faire maintenant, c'est que tous les temps de seconde qui changent d'orientation tout seul. Donc on va dans un premier temps déclarer une nouvelle variable que l'on va appeler delay change, qui sera de type float, dont on va voir l'utilité plus tard. Une nouvelle variable encore qui s'appelle donc change on va l'appeler change rotation, et celle du haut on va l'appeler delay rotation, ça sera plus explicite par rapport à ce que l'on va faire. Donc là on se retrouve avec deux variables. Donc ça vous rappelle peut-être une vidéo dans laquelle on avait donc testé l'écoulement d'un laps de temps. Donc delay rotation, on va déjà le remplir dans la fonction start. On va l'affecter à 3 pour le moment, à 2 pour le moment, et on verra plus tard comment le modifier avec une variable aléatoire et dans quelle mesure. Donc delay rotation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à cet endroit-là que la rotation du transform est égale à une nouvelle fonction slurp, donc une spherical interpolation de la classe quaternion, qui, je le rappelle, nous permet à partir donc de deux premiers paramètres from to, c'est-à-dire faire un mouvement de rotation du paramètre from vers la rotation to. Donc là, la première rotation, c'est on part de quelle rotation en quelque sorte? On part de la rotation actuelle de l'objet, c'est-à-dire transform.rotation, qui, je le rappelle, est un quaternion. Et les paramètres from et to demandent des quaternions en entrée. Et to, c'est on veut faire donc une rotation qui va tourner d'un angle aléatoire. Donc pour sortir un angle aléatoire, on va déjà utiliser les angles de l'air qui sont bien plus faciles à comprendre. Donc là, je renvoie un quaternion, mais je passe en entrée un angle de l'air, enfin des angles de l'air avec les composantes x, y, z, comme on peut le voir. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est faire tourner pendant à chaque laps de temps mon objet sur son axe z. Comme ça, il tournera, il choisira un angle au hasard entre 0 et 360 degrés. Et forcément, comme il fait que avancer, eh bien, tous ces laps de temps, il changera de direction et on aura l'impression qu'il se déplace. Donc,
ce que je vais faire, c'est que à cet endroit-là, je vais remplir une variable que je vais appeler new rotation, que je vais devoir déclarer tout en haut, de type private dans un premier temps. Et je vais dire qu'elle est de type float, et que à cet endroit-là, new rotation est égal à random.range, qui je le rappelle est une fonction qui permet de calculer un nombre aléatoire entre un minimum et un maximum, le maximum n'étant pas compris. Donc là c'est un angle entre 0 et 360 degrés, ce qui signifie que la dernière valeur n'étant pas comprise, on met un nombre en plus, c'est-à-dire 361. Donc là ça me calcule bien un nombre entre 0 et 360, qui je le rappelle, donc c'est les angles maximaux, enfin c'est l'angle maximal, là. Donc un angle se calcule entre 0 et 360 degrés. Donc là, si je teste mon script, ça ne fonctionnera pas parce que j'ai pas rempli le dernier paramètre. Dernier paramètre, je vais remplir 0,5, donc c'est un paramètre que j'avais déjà testé avec cette valeur qui fonctionnait très très bien. Et donc je vais multiplier tout ça par global.deltaTime, qui, je le rappelle, est donc ma cadence de temps. Donc je vais tester tout ça, voilà. Donc je clique sur play, et vous remarquez que mon personnage se déplace et effectue des rotations. Alors le problème c'est qu'on n'a pas encore défini la gravité, donc ce que je vais faire c'est que au niveau du vecteur move direction, je vais dire moins égale global.gravity, parce que je rappelle que l'on avait déclaré dans le script global la variable gravity. Donc là c'est exactement la même chose que l'on retrouve à cet endroit là au niveau du script move character. Donc je sauvegarde, je lance Unity, je retourne sur Unity. Alors apparemment j'ai une erreur. Et j'ai du mal à orthographier pourtant. Move direction, alors il me trouve une erreur ici. Apparemment on ne peut pas soustraire. On ne peut pas soustraire apparemment, donc avec le moins, ce qui ne me semble pas normal. On est censé pouvoir le faire. Je vais remettre gravité à 1 déjà. Donc là, cannot be used with a length high. Ah oui, effectivement, excusez-moi. Là, j'essaye de soustraire la gravité à un vecteur qui a 3 composantes. J'ai oublié de préciser que je veux que ça se passe sur la composante Y. Je sauvegarde et je teste. Je sélectionne mon ennemi, j'appuie sur F. Voilà. Et donc mon objet se déplace, mais il ne change pas de rotation. Pourquoi? Tout simplement parce que on lui donne un nombre aléatoire qu'une seule fois, c'est-à-dire au début, mais après, on n'a pas utilisé nos variables delay rotation et change rotation pour changer ce laps de temps. Donc ce que l'on va faire, c'est utiliser une condition pour dire, comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes, change rotation et delayed rotation doit être inférieur à fixed time, que l'on a déclaré aussi dans global.js, je vous le rappelle, c'est pour ça qu'on y accède ici, donc c'est de type statique toujours. Donc fixed time, je rappelle que c'est la variable qui découle, enfin qui compte le temps lorsque le jeu est lancé. Donc si change rotation plus delay rotation est inférieur à global.fixedTime, alors on va effectuer quelque chose, c'est-à-dire un nouveau calcul de new rotation, donc pour recalculer un nombre aléatoire. Et dans ce cas-là, après, on va réaffecter à change rotation la valeur courante du temps. Alors je vais expliquer plus précisément parce que ça peut paraître confus. Donc, admettons, prenons des valeurs pour exemple. Par exemple, donc delay rotation est égal à 2, ça pour l'instant on en est sûr. Donc ici, si on lance le jeu et que le temps, par exemple global fixed time, on est à 5, admettons que le temps soit arrivé jusqu'à 5, au niveau de change rotation, quand on va descendre au niveau du script, va être égal à 5 ici. Donc quand on va remonter, ici, change rotation sera égal à 5 plus 2, c'est-à-dire 7. Mais global fixed time aura avancé depuis, mais pas de beaucoup, par exemple 5,1, 5,2, etc. Donc il faudra attendre
le temps que Global Fixed Time rattrape la valeur de 7, donc dans cet exemple précis. Donc ça va nous donner un laps de temps, et après ce laps de temps, c'est-à-dire quand la valeur 7 sera inférieure au temps qui passe, eh bien on effectuera le résultat de la condition, et ensuite on réintroduira dans Change Rotation la valeur courante du temps pour éventuellement refaire ce test. Donc là, ça va nous recalculer en quelque sorte les 2 secondes, un angle aléatoire, enfin une valeur d'angle pour la position Y, la composante Y de l'angle de l'air que l'on convertit ensuite en quaternion. Donc ça va nous changer notre rotation toutes les 2 secondes. Donc si j'appuie sur F ici pour focaliser sur mon objet, et que je regarde mon script, mon jeu, toutes les 2 secondes, il change, vous remarquez, de rotation. Ce qui donne l'impression qu'il se déplace. Alors ce qu'on va faire, c'est que ce delay rotation, on va le mettre random.range entre 1 seconde et 5 secondes, c'est-à-dire 6 au niveau de la valeur maximum qui n'est pas compris. Et ça, on va le rechanger aussi à chaque fois que l'on refait notre test. Comme ça, on ne sait pas exactement quand la nouvelle rotation va s'effectuer. Donc si on teste, là vous regardez, eh bien il tourne tout seul. Bon, bien sûr, là il rentre dans des objets. Il n'a pas encore évité les objets. Mais c'est déjà un bon début. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller récupérer les animations qui se trouvent sur Skeleton Dark au niveau donc de l'élément 2. On va récupérer la course puisqu'il n'y a pas la marche. Donc au niveau de la course, ce que je vais faire, c'est tout simplement en permanence dire que je vais récupérer un enfant donc de l'objet via transform.find. Je rappelle que quand on appelle find sur le transform, on récupère un enfant de la hiérarchie. Donc là, en l'occurrence, la hiérarchie, c'est ennemi. Et donc là, je vais récupérer Skeleton Dark. Donc Skeleton Dark, comme ceci. Et je vais faire .animation, puisque dessus, il y a bien des animations, donc je peux les récupérer. .crossfade, on ne sait jamais, crossfade, c'est toujours bien d'utiliser crossfade parce que ça fait un mix de l'animation précédente et la nouvelle animation. La nouvelle animation, c'est run. Bon, là, on n'a pas d'animation précédente, mais c'est toujours préventif. Si jamais on peut perdre du temps à essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas avec un play, et en fait, c'est juste parce qu'on a oublié de mettre crossfade. Donc là, je vais mettre 0,5 que je vais multiplier par global delta time. Voilà, donc je vais tester. Je sélectionne mon ennemi, j'appuie sur F. Et vous remarquez que mon personnage est bien court, mais il y a des moments où il se bloque contre des murs, et parce qu'il n'a pas anticipé ces murs. Mais vous remarquez que déjà, on a l'impression qu'on a un personnage qui va commencer à petit à petit se défendre. Puisque ça sera un jour ou l'autre le but de cet ennemi. Alors notez aussi que j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Entre les 2 vidéos, j'ai rajouté des objets remarqués autour de la scène, qui sont simplement des cubes que j'ai étirés et dont j'ai décoché l'affichage au niveau du Mesh Renderer. Comme ça, j'ai la possibilité d'avoir la Box Collision sans l'affichage de ces cubes, qui me permettent donc de bloquer tout objet sortant, même avec des glitches, tout objet sortant du terrain. Voilà, donc c'est préventif en quelque sorte. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est rajouter sur notre ennemi. Donc je vais me mettre sur le côté. On va rajouter un empty au niveau de ses yeux. Et à partir de cet empty, on lancera un rayon pour tester si ce rayon est à 5 mètres de tout objet qui intersecte ce rayon. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, on renversera l'angle actuel, la rotation actuelle du personnage à l'opposé,
ce qui permettra donc en quelque sorte de simuler le fait que le personnage évite l'objet auparavant comme s'il voyait l'objet. Donc pour voir l'objet, en quelque sorte, il se sert du recast. Le recast devient ses yeux. Mais pour savoir où sont situés ses yeux, il va falloir qu'on ajoute dans la hiérarchie de empty un nouveau objet que je vais appeler origin et que je vais positionner au niveau des yeux comme ceci. Alors veillez bien à vous mettre en vue orthographique à chaque fois pour être sûr de la bonne position des empty. Alors là vous remarquez que comme mon objet est tourné, je préfère enlever carrément la rotation ici, reprendre mon origine, enlever toute rotation pour pas qu'on ait de problème, bien placer, voilà, l'endroit où mon recast va se lancer, que ça soit bien placé correctement, que les vecteurs, le vecteur forward soit le même que celui de l'objet. Voilà, et là, dans mon script AI, je vais pouvoir lancer mon recast. Alors pour lancer un recast, on sait déjà d'avance qu'il va falloir qu'on utilise donc une nouvelle instance de recast it qui va nous permettre donc de récupérer toutes les informations par rapport au recast envoyé. Donc ici, on va faire un test donc, de physique, puisque les recasts parlent de physique. Donc physics.recast, donc là, on va envoyer un rayon et le tester, savoir ce que ça nous renvoie. Donc dans un premier temps, on veut l'envoyer à partir de cet empty. Et pour récupérer cet empty, eh bien, via la classe transform, l'instance de la classe transform, on va pouvoir donc naviguer dans la hiérarchie avec find, trouver origine. Donc c'est le premier paramètre, transform.find. Donc on va chercher origine. Et là, en fait, on accède directement au transform de l'enfant. On n'accède pas au GameObject, mais au transform. Donc je vais faire .position, puisque c'est l'origine de mon vecteur, eh bien c'est un point. Et ensuite, le deuxième paramètre, c'est la direction. Et la direction, c'est transform.forward. Transform.forward nous renvoie une direction en avant par rapport donc à l'objet sur lequel est attaché le script. Et ensuite, le troisième paramètre, c'est soit la distance du recast, soit un objet de type recast it. Donc maintenant, je peux tester si tout objet qui intersecte mon rayon a une distance qui est inférieure à 5, eh bien ça veut dire que notre personnage se trouve à 5 mètres, se trouve à une valeur plus petite que 5 mètres eh bien, de cet objet. Donc on récupère via it, qui nous donne des informations sur le recast que l'on a envoyé, et on récupère la distance entre l'objet qui a intersecté ce recast, et on vérifie si c'est inférieur à 5. Et si c'est inférieur à 5, eh bien, il va falloir que on change d'orientation. Alors là, on n'a encore pas vu une notion par rapport au quaternion, mais c'était un peu trop complexe à mon avis jusqu'à présent. Donc je vais copier la ligne au niveau de mon slurp, et là ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon angle de l'air, je vais juste dire que l'opposé c'est 180 degrés. Alors prenez un exemple, si vous avez un angle qui se trouve à 0, si vous cherchez son opposé, ben sur le cercle trigonométrique c'est 180, etc., etc. Donc en fait 180 c'est tout simplement l'opposé de l'angle sur lequel vous êtes. Maintenant, si on multiplie deux quaternions, c'est une règle à retenir, multiplier deux quaternions, ça revient à additionner leur rotation. Donc, si j'additionne la rotation sur laquelle je suis actuellement avec 180 degrés, ça va me donner l'angle opposé, enfin la rotation opposée. Par exemple, si je suis à un angle de 0 degré sur Y, et que je multiplie cette rotation, qui est de type quaternion aussi, par un autre quaternion, qui va me renvoyer un angle de 180 degrés, enfin une rotation de 180 degrés, eh bien, ça va me donner l'angle opposé à 0, c'est-à-dire 180. Donc, je vais récupérer ici la rotation, qui est, je le rappelle, un quaternion. Je le multiplie par un quaternion qui me permet, donc à la base c'est un angle de l'air,
mais qui est transformé en quaternion. Donc le fait de multiplier ces deux quaternions ensemble, ça va me renvoyer un quaternion, et ça va me renvoyer une rotation opposée à la rotation courante de l'objet. Donc en quelque sorte, ce qui se passe, c'est quand on détecte un objet à une distance inférieure à 5, eh bien on change la direction que l'on a actuellement. Seulement, là, on peut être interféré, comme cette ligne sera tout le temps lue, on va être interféré. Donc je ne vais pas la mettre là, c'est la ligne qui permet donc d'avancer, de changer la rotation tout le temps. Je vais la mettre dans le else, et dans le else, je vais dire, donc si on a une distance inférieure à 5, alors on change l'orientation, on prend la rotation opposée. Sinon, ça veut dire qu'on a une distance de plus de 5, eh bien on peut continuer d'aller récupérer une rotation aléatoire. Donc j'espère que c'est pas trop confus. Si ça l'est, je vous conseille de faire une pause, de prendre un schéma, un papier, un crayon, de vous faire des tests avec des carreaux sur votre feuille. Ça va venir en pratiquant, je pense. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais aussi vous montrer quelque chose, c'est que dans Unity, on peut débugger des raycasts, c'est-à-dire avec la fonction drawRay des bugs, je peux en paramètre donc venir préciser l'origine dans un premier temps de mon raycast. Dans un deuxième paramètre, je vais pouvoir préciser la direction de mon raycast. Et le troisième paramètre, c'est la couleur que je veux afficher la couleur dont je vais afficher mon raycast. Et le quatrième paramètre, c'est combien de temps il va rester sur la scène. Donc nous, on va dire qu'il va rester 1 seconde. Donc si je lance mon jeu, dans le panneau scène, vous remarquez que j'ai toujours un raycast qui donne en quelque sorte la direction. Donc là, remarquez que mon raycast n'a encore rien pointé, et quand il pointe quelque chose, et qu'il rentre en collision avec quelque chose, donc là, à mon avis, là, il était à moins de 5 mètres, et bien, il s'est rendu compte qu'il a fallu, vous voyez là aussi, il l'a fait, qu'il a fallu prendre l'angle opposé. Là, pour l'instant, il ne se passe rien. Donc quand on rentre, alors là c'est un petit problème, c'est les arbres qui ont des collisions et qui sont en fait pas assez hauts pour faire passer un personnage dessous, mais on va corriger ce genre de bug avec une deuxième prévention par rapport aux collisions, on verra ça dans quelques instants. Donc là vous avez remarqué, il était à moins de 5 mètres de ce mur et il pointait face à ce mur, donc le raycast est rentré en collision avec le terrain et il a décidé de changer de rotation. Donc le test des IA, donc des intelligences artificielles, il faut prendre beaucoup de temps et observer ce qu'on a codé. En général, moi j'ai toujours une feuille à côté de moi pour noter ce que j'observe et essayer de corriger au fur et à mesure. Et quand on rencontre un bug, en général, il faut bien le noter parce que il se peut qu'il apparaisse dans 10 tests plus loin, par exemple. C'est comme c'est de l'aléatoire qu'on teste, faites attention à ce que vous regardez et notez tout ce que vous voyez. Ça, c'est un conseil que je vous donne par rapport au développement d'intelligence artificielle. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est... Donc là, comme je vous l'ai dit, il se peut que des fois, le personnage ne passe pas sous l'arbre, qu'il rentre en collision avec les feuilles, en quelque sorte. Donc ce qu'on va faire, c'est que s'il rentre en collision avec un objet en plus, donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement que, admettons que là, je suis à la place de l'ennemi. Je regarde dans cette direction, mon raycast est envoyé, mais il passe juste entre les feuilles là. Donc forcément, le raycast n'a pas intersecté cet objet, donc il ne sait pas que le personnage qui doit tourner et il ne sait pas qu'il y a un arbre. Donc en plus, dans une deuxième manière préventive, on va faire en sorte que quand l'objet touche, que le caractère contrôleur touche en plus un objet, eh bien, il va changer lui aussi, il va changer de direction, tout comme le test avec le raycast. Donc, dans MonoDevelop, ce que je vais faire, c'est dans un premier temps, sélectionner en CTRL-C, CTRL-V cette ligne. Je vais aller écrire une nouvelle fonction que l'on n'a pas encore vue. Donc on va t'appeler CharacterController dans la documentation qui est très importante, je vous le rappelle. Alors là, volontairement, je ne suis pas allé beaucoup dans la documentation pour vous montrer, parce que bon, c'est des fonctions qu'on a utilisées depuis un bon moment maintenant. Mais dans CharacterController, on s'aperçoit qu'il y a une fonction qui s'appelle onControllerColliderHit qui est appelée. Donc c'est une fonction callback qui envoie donc que le moteur envoie un message, et donc ce message peut être récupéré par cette fonction onControllerColliderHit.
Et donc, elle est appelée cette fonction quand un collider rentre en collision avec le contrôleur. Donc le caractère contrôleur. Donc, onCollider, onController collider it. J'inverse souvent contrôleur et collider. Donc, cette fonction va prendre en paramètre un objet de type contrôleur collider, normalement. Donc, si on regarde, c'est bien cet objet qui est passé en paramètre, et il possède des fonctions, comme par exemple transform, des instances, pardon, donc des variables qui représentent les instances de certaines classes, comme par exemple transform, qui nous renverra, qui peut nous servir à récupérer des noms, etc., etc. Donc, on va passer it en paramètre. Donc là, c'est pas le même it que l'on a testé ici, hein, bien sûr, les variables dans les conditions ou dans les fonctions restent dans la condition ou la fonction, ou dans les boucles aussi, normalement. Enfin, ça dépend des cas de figure, de certains cas de figure. Donc ici, je passe donc contrôleur collider it, mais on ne s'en servira pas, mais il faut quand même le renseigner au cas où. Et donc là, je vais dire, donc si on touche quelque chose, eh bien, on se pose même pas la question, on n'essaye pas d'attendre, on tourne tout de suite 280 degrés. C'est-à-dire qu'on prend la direction opposée. Donc ça, c'est une assurance en plus pour votre personnage, pour le déplacement de votre personnage. Donc si vous testez votre jeu, vous devriez avoir un personnage qui est capable donc d'esquiver au préalable des murs avec une distance de 5. Quand il touche un objet, là il m'a touché, j'ai un collider, donc il a vu que j'avais une collision, qu'il y avait une collision qui s'est passée donc entre le personnage, le moteur Unity a vu qu'il y avait une collision entre l'ennemi et moi. Il l'a renvoyé dans tous les scripts et par chance, c'est ce qu'on a codé, notre ennemi a pu récupérer cette collision et s'est rendu compte qu'il devait changer de direction. Donc là, vous avez remarqué, on a fait un petit cercle en rond, tout simplement parce que on avait trop de... On a rencontré l'arbre, et on a rencontré aussi une fois le mur, à mon avis, ou des choses comme ceci. Donc c'est comme ceci. Donc on peut jamais, ça c'est une chose à noter, on peut jamais prévoir ce qu'une AI va faire quand il y a de l'aléatoire. Donc quand vous testez des AI, que vous remarquez un problème, vraiment, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne si vous voulez pas perdre du temps, notez-le. Ça vous fera normalement gagner du temps. Donc là, on va s'amuser un peu, on va regarder un peu ce que rend notre jeu. Donc on va naviguer dans le niveau avec un ennemi qui se déplace lui aussi. Alors voilà, il est là. Alors je pense qu'il serait intéressant, c'est de lui mettre une lumière comme à notre personnage. Donc vous remarquez que pour l'instant il nous ignore totalement, mais on va coder ça par la suite. Et vous remarquez qu'il ignore les murs aussi, et il ignore les arbres, puisque les arbres il les touche avec son collider. Nous il nous a ignorés aussi, puisque il a changé de direction quand il nous a touchés. Donc comme je disais, on va peut-être ajouter une lumière à nos ennemis, comme ça on les verra aussi un peu à travers la nuit. Donc on va dire qu'ils ont eux aussi la possibilité d'émettre un peu de lumière. Donc ici, dans l'énergie, on va se mettre en vue orthographique. On va rajouter donc une nouvelle lumière de type point light à cet endroit-là, qu'on va donc mettre en tant qu'enfant de ennemi. Voilà, on va la reculer un petit peu. Non, on va la mettre juste au-dessus, voilà, je pense que c'est mieux. On va baisser l'intensité, baisser le range. On va bien baisser le range. Et on va la mettre par exemple orange. Ça pourrait être par exemple le code couleur de nos ennemis. Vous remarquez que ça va éclairer aussi l'ennemi, ce qui n'est pas si mal. Vous remarquez que là, la lumière ne se projette pas très bien sur le sol. C'est parce que nous, on n'est pas en preview, on n'a pas encore fait d'exé final de notre jeu, on n'a pas fait d'exécutable. Vous remarquez que des fois on a des carrés, c'est parce que on n'est pas en qualité maximum pour les tests dans Unity. Donc ça c'est à noter. La qualité normalement sera effective quand on en sera
à la publication de notre jeu. Donc vous remarquez que notre ennemi, là, pour l'instant, il se balade tranquillement. Il court, il passe à travers les plantes, parce que de toute façon, les plantes n'ont pas de collideur, hein, c'est des objets qui n'ont pas besoin d'avoir des collideurs. Mais voilà, il peut se balader tranquillement. Bon là, globalement, il est un peu contraint dans cette zone, parce qu'il ne trouve pas d'endroit où passer très finement. Enfin bon, je dis ça, mais en même temps, il monte bien sur des objets des fois. Là, il a bien réussi à sortir de cette zone. Donc vraiment, c'est vraiment aléatoire, hein. Quand vous faites une IA, on ne peut pas prévoir à l'avance ce qui va se passer. Donc, en tout cas, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. C'est quand même une partie assez intéressante, je trouve, du développement de jeu, parce que, bon, déjà, ça prend un peu la tête, mais ça fait du bien de se creuser un peu les méninges, et surtout de voir le résultat, c'est toujours assez intéressant. Donc, prochaine étape, normalement, je pense que si tout se passe bien, on devrait pouvoir continuer notre IA, et faire en sorte que notre ennemi, eh bien, attaque Golem. Eh bien, à tout de suite dans cette vidéo. Ciao, ciao!